Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Livre La guerre du feu, roman des âges farouches. Por, Aîné J.H. Ronnie. Première partie. Chapitre 1, La mort du feu. Les Ulameurs fuyaient dans la nuit, épouvantables. Fous de souffrance et de fatigue, tout leur semblait vain devant la calamité suprême. Le feu était mort. Ils l'élevaient dans 3 cages, depuis l'origine de la horde, 4 femmes et 2 guerriers le nourrissaient nuit et jour. Dans les temps les plus noirs, il recevait la substance qui le fait vivre, à l'abri de la pluie, des tempêtes, de l'inondation, il avait franchi les fleuves et les marécages, sans cesser de bleuir au matin et de s'ensanglanter le soir. Sa face puissante éloignait le lion noir et le lion jaune, l'ours des cavernes et l'ours gris, le mammouth, le tigre et le léopard. Ses dents rouges protégeaient l'homme contre le vaste monde. Toute joie habitait près de lui. Il tirait des viandes une odeur savoureuse, durcissait la pointe des épieux, faisait éclater la pierre dure. Les membres lui soutiraient une douceur pleine de force. Il rassurait la horde dans les forêts tremblantes, sur la savane interminable, au fond des cavernes. C'était le père, le gardien, le sauveur, plus farouche cependant, plus terrible que les mammouths, lorsqu'il fuyait de la cage et dévorait les arbres. Il était mort. L'ennemi avait détruit 2 cages. Dans la 3e, pendant la fuite, on l'avait vu défaillir, pâlir et décroître. Si faible, il ne pouvait mordre aux herbes du marécage, il palpitait comme une bête malade. À la fin, ce fut un insecte rougeâtre, que le vent meurtrissait à chaque souffle, il s'était évanoui, et les Ulameurs fuyaient dépouillés, dans la nuit d'automne. Il n'y avait pas d'étoiles. Le ciel pesant touchait les eaux pesantes, les plantes tendaient leurs fibres froides, on entendait clapoter les reptiles. Des hommes, des femmes, des enfants s'engloutissaient, invisibles. Autant qu'ils le pouvaient, orientés par la voix des guides, les Ulameurs suivaient une ligne de terre plus haute et plus dure, tantôt à gué, tantôt sur des îlots. 3 générations avaient connu cette route, mais il aurait fallu la lueur des astres. Vers l'aube, ils approchèrent de la savane. Une lueur transie filtra parmi les nuages de craie et de schiste. Le vent tournoyait sur des eaux aussi grasses que du bitume. Les algues s'enflaient en pustules. Les sauriens engourdis roulaient parmi les nymphéas et les sagittaires. Un héron s'éleva sur un arbre de cendre, et la savane apparut avec ses plantes grelottantes, sous une vapeur rousse, jusqu'au fond de l'étendue. Les hommes se dressèrent, moins recrues, et franchissant les roseaux, ils furent dans les herbes sur la terre forte. Alors, la fièvre de mort tombée, beaucoup devinrent des bêtes inertes, ils coulèrent sur le sol, ils sombrèrent dans le repos. Les femmes résistaient mieux que les hommes. Celles qui avaient perdu leurs enfants dans le marécage hurlaient comme des louves. Toutes sentaient sinistrement la déchéance de la race et les lendemains lourds. Quelques-unes, ayant sauvé leurs petits, les élevaient vers les nuages. Fawom, dans la lumière neuve, dénombra sa tribu, à l'aide de ses doigts et de rameaux. Chaque rameau représentait les doigts des 2 mains. Il dénombrait mal. Il vit cependant qu'il restait 4 rameaux de guerriers, plus de 6 rameaux de femmes, environ 3 rameaux d'enfants, quelques vieillards. Et le vieux Gou, qui comptait mieux que tous les autres, dit qu'il ne demeurait pas un homme sur 5, une femme sur 3 et un enfant sur un rameau. Alors ceux qui veillaient sentirent l'immensité du désastre. Ils connurent que leur descendance était menacée dans sa source, et que les forces du monde devenaient plus formidables. Ils allaient rôder chétifs et nus sur la terre. Malgré sa force, Fawom désespéra. Il ne se fiait plus à sa stature ni à ses bras énormes. Sa grande face où s'aggloméraient des poils durs, ses yeux, jaunes comme ceux des léopards, montraient une lassitude écrasante. Il considérait les blessures que lui avaient faites la lance et la flèche ennemie. Il buvait par intervalles, à l'avant du bras, le sang qui coulait encore. Comme tous les vaincus, il évoquait le moment où il avait failli vaincre. Les Ulameurs se précipitaient pour le carnage. Lui, Fawom, crevait les têtes sous sa massue. On allait anéantir les hommes, enlever les femmes,
tuer le feu ennemi, chasser sur des savanes nouvelles et dans des forêts abondantes. Quel souffle avait passé? Pourquoi les Ulameurs avaient-ils tournoyé dans l'épouvante? Pourquoi est-ce leurs os qui craquèrent, leurs ventres qui vomirent les entrailles, leurs poitrines qui hurlèrent l'agonie, tandis que l'ennemi, envahissant le camp, renversait les feux sacrés? Ainsi s'interrogeait l'âme de Fawwom, épaisse et lente. Elle s'acharnait sur ce souvenir, comme l'hyène sur sa carcasse. Elle ne voulait pas être déchue, elle ne sentait pas qu'elle eût moins d'énergie, de courage et de férocité. La lumière s'éleva dans sa force. Elle roulait sur le marécage, fouillant les boues et séchant la savane. La joie du matin était en elle, la chair fraîche des plantes. L'eau parut plus légère, moins perfide et moins trouble. Elle agitait des faces argentines parmi les îles vertes grisées, elle jetait de longs frissons de malachite et de perles, elle étalait des soufres pâles, des écaillures de mica, et son odeur était plus douce à travers les saules et les aulnes. Selon le jeu des adaptations et des circonstances, triomphaient les algues, étincelait le lit des étangs ou le nénuphar jaune, surgissaient les flambes d'eau, les euphorbes palustres, les lysimaques, les sagittaires, s'étalaient des golfes de renoncule à feuilles d'aconite, des méandres d'orpin velus, de linaigrette, d'épilobes roses, de cardamine amère, de rossolis, des jungles de roseaux et d'oserets où pullulaient les poules d'eau, les chevaliers noirs, les sarcelles, les pluviers, les vanneaux aux reflets de jade, la lourde outarde ou la marouette aux longs doigts. Des hérons guettaient au bord des criques roussâtres, des grues s'ébattaient en claquant sur un promontoire, le brochet barbelé se ruait sur les tanches, et les dernières libellules filaient en traits de feu vert, en zigzag de l'azulite. Fawwom considérait sa tribu. Le désastre était sur elle comme une portée de reptiles, jaune de limon, écarlate de sang, verte d'algues, elle jetait une odeur de fièvre et de chair pourrie. Il y avait des hommes roulés sur eux-mêmes comme des pitons, d'autres allongés comme des sauriens, et quelques-uns râlaient, saisis par la mort. Les blessures devenaient noires, hideuses au ventre, plus encore à la tête, où elles s'élargissaient de l'éponge rougie des cheveux. Presque tous devaient guérir, les plus atteints ayant succombé sur l'autre rive ou péri dans les eaux. Fawwom, détachant ses yeux des dormeurs, examina ceux qui ressentaient plus amèrement la défaite que la lassitude. Beaucoup témoignaient de la belle structure des Ulameurs. C'étaient de lourds visages, des crânes bas, des mâchoires violentes. Leur peau était fauve, non noire, presque tous produisaient des torses et des membres velus. La subtilité de leurs sens s'étendait à l'odorat, qui luttait avec celui des bêtes. Ils avaient des yeux grands, souvent féroces, parfois hagards, dont la beauté se révélait vive chez les enfants et chez quelques jeunes filles. Quoique leur type les rapprochât de nos races inférieures, toute comparaison serait illusoire. Les tribus paléolithiques vivaient dans une atmosphère profonde. Leur chair recelait une jeunesse qui ne reviendra plus, fleur d'une vie dont nous imaginons imparfaitement l'énergie et la véhémence. Fawwom leva les bras vers le soleil, avec un long hurlement. « Que feront les Ulameurs sans le feu » cria-t-il. « Comment vivront-ils sur la savane et la forêt, qui les défendra contre les ténèbres et le vent d'hiver? Ils devront manger la chair crue et la plante amère, ils ne réchaufferont plus leurs membres, la pointe de l'épieu demeurera molle. Le lion, la bête aux dents déchirantes, l'ours, le tigre, la grande hyène les dévoreront vivants dans la nuit. Qui ressaisira le feu? Celui-là sera le frère de Fawwom. Il aura 3 parts de chasse, 4 parts de butin, il recevra en partage Gamla, fille de ma sœur, et si je meurs, il prendra le bâton de commandement. » Alors Nao, fils du léopard, se leva et dit : « Qu'on me donne 2 guerriers aux jambes rapides, et j'irai prendre le feu chez les fils du mammouth, ou chez les dévoreurs d'hommes, qui chassent au bord du double fleuve. » Fawwom ne lui jeta pas un regard favorable. Nao était par la stature, le plus grand des Ulameurs. Ses épaules croissaient encore. Il n'y avait point de guerrier aussi agile, ni dont la course fût plus durable. Il terrassait mou,
fils de Lurus, dont la force approchait celle de Fawom. Et Fawom le redoutait. Il lui commandait des tâches rebutantes, l'éloignait de la tribu, l'exposait à la mort. Nao n'aimait pas le chef, mais il s'exaltait à la vue de Gamla, allongée, flexible et mystérieuse, la chevelure comme un feuillage. Nao la guettait parmi les oserets, derrière les arbres ou dans les replis de la terre, la peau chaude et les mains vibrantes. Il était, selon l'heure, agité de tendresse ou de colère. Quelquefois il ouvrait les bras, pour la saisir lentement et avec douceur, quelquefois, il songeait à se précipiter sur elle, comme on fait avec les filles des hordes ennemies, à la jeter contre le sol, d'un coup de massue. Pourtant, il ne lui voulait aucun mal. S'il l'avait eue pour femme, il l'aurait traitée sans rudesse, n'aimant pas à voir croître sur les visages la crainte qui les rend étrangers. En d'autres temps, Fawom aurait mal accueilli les paroles de Nao. Mais il ployait sous le désastre. Peut-être l'alliance avec le fils du léopard serait bonne, sinon, il saurait bien le mettre à mort. Et se tournant vers le jeune homme. Fawom n'a qu'une langue. Si tu ramènes le feu, tu auras Gamla, sans donner aucune rançon en échange. Tu seras le fils de Fawom. Il parlait la main haute, avec lenteur, rudesse et mépris. Puis il fit signe à Gamla. Elle s'avançait tremblante, levant ses yeux variables pleins du feu humide des fleuves. Elle savait que Nao la guettait parmi les herbes et dans les ténèbres. Lorsqu'il paraissait au détour des herbes, comme s'il allait fondre sur elle, elle le redoutait. Parfois aussi son image ne lui était pas désagréable. Elle souhaitait tout ensemble qu'il pérît sous les coups des dévoreurs d'hommes, et qu'il ramenât le feu. La main rude de Fawom s'abattit sur l'épaule de la fille. Il cria dans son orgueil sauvage. Laquelle est mieux construite parmi les filles des hommes? Elle peut porter une biche sur son épaule, marcher sans défaillir du soleil du matin au soleil du soir, supporter la faim et la soif, apprêter la peau des bêtes, traverser un lac à la nage. Elle donnera des enfants indestructibles. Si Nao ramène le feu, il viendra la saisir sans donner des haches, des cornes, des coquilles ni des fourrures. Alors Ago, fils de Lorok, le plus velu des Oulameurs, s'avança plein de convoitise. Ago veut conquérir le feu. Il ira avec ses frères guetter les ennemis par-delà le fleuve. Et il mourra par la hache, la lance, la dent du tigre, la griffe du lion géant où il rendra aux Oulameurs le feu sans lequel ils sont faibles comme des cerfs ou des saïgas. On n'apercevait de sa face qu'une bouche bordée de chair crue, et des yeux homicides. Sa stature trapue exagérait la longueur de ses bras et l'énormité de ses épaules. Tout son être exprimait une puissance rugueuse, inlassable et sans pitié. On ignorait jusqu'où allait sa force. Il ne l'avait exercée ni contre Fawom, ni contre Mu, ni contre Nao. On savait qu'elle était énorme. Il ne l'essayait dans aucune lutte pacifique. Tous ceux qui s'étaient dressés sur son chemin avaient succombé. Soit qu'il se borna à leur mutiler un membre, soit qu'il les supprimât et joignit leur crâne à ses trophées. Il vivait à distance des autres Oulameurs, avec ses 2 frères, velus comme lui, et plusieurs femmes réduites à une servitude épouvantable. Quoique les Oulameurs pratiquassent naturellement la dureté envers eux-mêmes, et la férocité envers autrui, ils redoutaient, chez les fils de Lorok, l'excès de ces vertus. Une réprobation obscure s'élevait, première alliance de la foule, contre une insécurité excessive. Un groupe se pressait autour de Nao, à qui la plupart reprochaient son peu d'âpreté dans la vengeance. Mais ce vice, parce qu'il se rencontrait chez un guerrier redoutable, plaisait à ceux qui n'avaient pas reçu en partage les muscles épais, ni les membres véloces. Fawom ne détestait pas moins Ago que le fils du léopard, il le redoutait davantage. La force velue et sournoise des frères semblait invulnérable. Si l'un des 3 voulait la mort d'un homme, tous 3 la voulaient. Quiconque leur déclarait la guerre devait périr ou les exterminer. Le chef recherchait leur alliance, ils se dérobaient, murés dans leur méfiance, incapables de croire ni à la parole ni aux actes des êtres.
courroucé par la bienveillance et ne comprenant pas d'autre flatterie que la terreur. Fawom, aussi défiant et aussi impitoyable, avait pourtant les qualités d'un chef. Elle comportait l'indulgence pour ses partisans, le besoin de la louange, quelque socialité étroite, rare, exclusive, tenace. Il répondit avec une déférence brutale. Si le fils de l'Auroch rend le feu aux Oulameurs, il prendra Gamla sans rançon. Il sera le second homme de la tribu, à qui tous les guerriers obéiront en l'absence du chef. Ago écoutait d'un air brutal. Tournant sa face touffue vers Gamla, il la considérait avec convoitise. Ses yeux ronds se durcirent de menace. La fille du marécage appartiendra au fils de l'Auroch. Tout autre homme qui mettra la main sur elle sera détruit. Ces paroles irritèrent Nao. Acceptant violemment la guerre, il clama. Elle appartiendra à celui qui ramènera le feu. Ago le ramènera. Ils se regardaient. Jusqu'à ce jour, il n'avait existé entre eux aucun sujet de lutte. Conscients de leur force mutuelle, sans goût commun ni rivalité immédiate, ils ne se rencontraient point. Ils ne chassaient pas ensemble. Le discours de Fawom avait créé la haine. Ago qui la veille ne regardait guère Gamla, lorsqu'elle passait furtive sur la savane, tressaillit dans sa chair, tandis que Fawom vantait la fille. Construit pour les impulsions subites, il la voulut aussi âprement que s'il l'avait voulu depuis des saisons. Dès lors, il condamnait tout rival. Il n'eut pas même de résolution à prendre, sa résolution était dans chacune de ses fibres. Nao le savait. Il assura sa hache dans la main gauche et son épieu dans la droite. Au défi d'Ago, ses frères surgirent en silence, sournois et formidables. Ils lui ressemblaient étrangement, plus fauves encore, avec des îlots de poils rouges, des yeux moirés comme les élytres des carabes. Leur souplesse était aussi inquiétante que leur force. Tous trois, prêts au meurtre, guettaient Nao. Mais une rumeur s'éleva parmi les guerriers, et même ceux qui blâmaient en Nao la faiblesse de ses haines, ne voulaient pas le voir périr après la destruction de tant d'Oulameurs, et lorsqu'il promettait de ramener le feu. On le savait riche en stratagèmes, infatigable, habile dans l'art d'entretenir la flamme la plus chétive, et de la faire rejaillir des cendres. Beaucoup croyaient à sa chance. À la vérité, Ago aussi avait la patience et la ruse qui font aboutir les entreprises, et les Oulameurs comprenaient l'utilité d'une double tentative. Ils se levèrent en tumulte. Les partisans de Nao, s'encourageant aux clameurs, se rangèrent en bataille. Étranger à la crainte, le fils de l'Auroch ne méprisait pas la prudence. Il remit à plus tard la querelle. Goût aux os secs rassembla les idées brumeuses de la foule. Les Oulameurs veulent-ils disparaître du monde? Oublient-ils que les ennemis et les eaux ont détruit tant de guerriers? Sur 4, il en demeure un seul. Tous ceux qui peuvent porter la hache, l'épieu et la massue doivent vivre. Nao et Ago sont forts parmi les hommes qui chassent dans la forêt et sur la savane. Si l'un d'eux meurt, les Oulameurs seront plus affaiblis que s'il en périssait 4 autres. La fille du marécage servira celui qui nous rendra le feu. La horde veut qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, appuyèrent des voix rugueuses. Et les femmes, redoutables par leur nombre, par leur force presque intacte, par l'unanimité de leurs sentiments, clamèrent. Gamla appartiendra aux ravisseurs du feu. Ago haussa ses épaules poilues. Il exécra la foule, mais ne jugea pas utile de la braver. Sûr de devancer Nao, il se réserva, selon les rencontres, de combattre son rival et de le faire disparaître. Et sa poitrine s'enfla de confiance. Fin du chapitre. Chapitre 2. Les mammouths et les aurochs. C'était à l'aube suivante. Le vent du haut soufflait dans la nue, tandis que au ras de la terre et du marécage, l'air pesait torpide, odorant et chaud. Le ciel tout entier, vibrant comme un lac, agitait des algues, des nymphéas, des rosopales. L'aurore y roula ses écumes. Elle s'élargit,
elle déborda en lagune de soufre, en golfe de béryl, en fleuve de nacre rose. Les Oulameurs, tournés vers ce feu immense, sentaient au fond de leur âme grandir quelque chose qui était presque inculte, et qui gonflait aussi les petites cornemuses des oiseaux dans l'herbe de la savane, et les oserets du marécage. Mais des blessés gémirent de soif, un guerrier mort étendait des membres bleus, une bête nocturne lui avait mangé le visage. Gou balbutia des plaintes vagues, presque rythmiques, et Faouom fit jeter le cadavre dans les eaux. Puis l'attention de la tribu s'attacha aux conquérants du feu, Ago et Nao, prêts à partir. Les velus portaient la massue, la hache, l'épieu, la sagaie à pointe silex ou de néphrite. Nao, comptant sur la ruse plutôt que sur la force, avait à des guerriers robustes préféré 2 jeunes hommes agiles et capables de fournir une longue course. Ils avaient chacun une hache, l'épieu et des sagaits. Nao y joignait la massue de chêne, une branche à peine dégrossie et durcie au feu. Il préférait cette arme à toute autre, et l'opposait même aux grands carnivores. Faouom s'adressa d'abord à l'auroch. Ago est venu à la lumière avant le fils du léopard. Il choisira sa route. S'il va vers les 2 fleuves, Nao tournera les marais au soleil couchant, et s'il tourne les marais, Nao ira vers les 2 fleuves. Ago ne connaît pas encore sa route, protesta le velu. Il cherche le feu, il peut aller le matin vers le fleuve, le soir vers le marécage. Le chasseur qui suit le sanglier, sait-il où il le tuera? Ago changera de route plus tard, intervint Gou, que soutinrent les murmures de la horde. Il ne peut à la fois partir pour le soleil couchant, et pour les 2 fleuves. Qu'il choisisse. Dans son âme obscure, le fils de l'auroch comprit qu'il aurait tort, non de braver le chef, mais d'éveiller la défiance de Nao. Il s'écria, tournant son regard de loup sur la foule. Ago partira vers le soleil couchant. Et faisant un signe brusque à ses frères, il se mit en route le long du marécage. Nao ne se décida pas aussi vite. Il désirait sentir encore dans ses yeux l'image de Gamla. Elle se tenait sous un frêne, derrière le groupe du chef, de Gou et des vieillards. Nao s'avança, il la vit immobile, le visage tourné vers la savane. Elle avait jeté dans sa chevelure des fleurs sagittaires et un nymphéa couleur de lune. Une lueur semblait sourdre de sa peau, plus vive que celle des fleuves frais, et de la chair verte des arbres. Nao respira l'ardeur de vivre, le désir inquiet et inextinguible, le vœu redoutable qui refait les bêtes et les plantes. Son cœur s'enfla si fort qu'il en étouffait, plein de tendresse et de colère. Tous ceux qui le séparaient de Gamla parurent aussi détestables que les fils du mammouth ou les dévoreurs d'hommes. Il éleva son bras armé de la hache, et dit « Fille du marécage, Nao ne reviendra pas, il disparaîtra dans la terre, les eaux, le ventre des hyènes, où il rendra le feu aux Oulameurs. Il rapportera à Gamla des coquilles, des pierres bleues, des dents de léopard et des cornes d'auroch. » À ces paroles, elle posa sur le guerrier un regard où palpitait la joie des enfants. Mais Faouom, s'agitant avec impatience. Les fils de l'auroch ont disparu derrière les peupliers. Alors, Nao se dirigea vers le sud. Nao, Gao et Nam marchèrent tout le jour sur la savane. Elle était encore dans sa force. Les herbes suivaient les herbes, comme les flots se suivent sur la mer. Elle se courbait sous la brise, craquait sous le soleil, semait dans l'espace l'âme innombrable des parfums. Elle était menaçante et féconde, monotone dans sa masse, variée dans son détail, et produisait autant de bêtes que de fleurs, autant d'œufs que de semences. Parmi les forêts de Gramène, les îles de Genêt, les péninsules de Bruyère, se glissaient le plantain, le millepertuis, les sauges, les renoncules, les aquilées, les silènes et les cardamines. Parfois, la terre nue vivait la vie lente du minéral, surface primordiale, où la plante n'a pu fixer ses colonnes inlassables. Puis, reparaissaient des mauves et des églantines, des golantes ou des centaurées, le trèfle rouge ou les buissons étoilés. Il s'élevait une colline, il se creusait une combe. Une mare stagnait,
pullulante d'insectes et de reptiles. Quelques rocs erratiques dressaient son profil de mastodonte, on voyait filer des antilopes, des lièvres, des saïgas, surgir des loups ou des chiens, s'élever des outardes ou des perdrix, planer les ramiers, les grues et les corbeaux. Des chevaux, des émiones et des élans galopaient en bande. Un ours gris, avec des gestes de grand singe et de rhinocéros, plus fort que le tigre et presque aussi redoutable que le lion géant, rôda sur la terre verte. Des aurochs parurent au bord de l'horizon. Nao, Nam et Gao campèrent le soir au pied d'un tertre. Ils n'avaient pas franchi le 10e de la savane, ils n'apercevaient que les vagues déferlantes de l'herbe. La terre était plane, uniforme et mélancolique. Tous les aspects du monde se faisaient et se défaisaient dans les vastes nues du crépuscule. Devant leur feu sans nombre, Nao songeait à la petite flamme qu'il allait conquérir. Il semblait qu'il n'aurait qu'à gravir une colline, à étendre une branche de pin pour saisir une étincelle au brasier qui consumait l'Occident. Les nuages noircirent. Un abîme pourpre demeura longtemps au fond de l'espace, les petites pierres brillantes des étoiles surgissaient l'une après l'autre, l'haleine de la nuit souffla. Nao, accoutumé au bûcher d'éveil, barrière claire posée devant la mer des ténèbres, sentit sa faiblesse. L'ours gris pouvait apparaître, ou le léopard, le tigre, le lion, quoiqu'ils pénétrassent rarement au large de la savane. Un troupeau d'aurochs immergerait sous ses flots la fragile chair humaine, le nombre donnait aux loups la puissance des grands fauves, la faim les armait de courage. Les guerriers se nourrirent de chair crue. Ce fut un repas chagrin, ils aimaient le parfum des viandes rôties. Ensuite, Nao prit la première veille. Tout son être aspirait la nuit. Il était une forme merveilleuse, où pénétraient les choses subtiles de l'univers. Par sa vue, il captait les phosphorescences, les formes pâles, les déplacements de l'ombre, et il montait parmi les astres. Par son ouïe, il démêlait les voix de la brise, le craquement des végétaux, le vol des insectes et des rapaces, les pas et le rampement des bêtes. Il distinguait au loin le glapissement du chacal, le rire de l'hyène, la hurlée des loups, le cri de l'orfraie, le grincement des locustes. Par sa narine pénétrait le souffle de la fleur amoureuse, la senteur gaie des herbes, la puanteur des fauves, l'odeur fade ou musquée des reptiles. Sa peau tressaillait à 1000 variations ténues du froid et du chaud, de l'humidité et de la sécheresse, à toutes les nuances de la brise. Ainsi vivait-il de ce qui remplissait l'espace et la durée. Cette vie n'était point gratuite, mais dure et pleine de menaces. Tout ce qui la construisait pouvait la détruire. Elle ne persisterait que par la vigilance, la force, la ruse, un infatigable combat contre les choses. Nao guettait dans les ténèbres, les crocs qui coupent, les griffes qui déchirent, l'œil en feu des mangeurs de chair. Beaucoup discernaient dans les hommes des bêtes puissantes, et ne s'attardaient point. Il passa des hyènes avec des mâchoires plus terribles que celles des lions. Mais elles n'aimaient point la bataille, et recherchaient la chair morte. Il passa une troupe de loups, et ils s'attardèrent. Ils connaissaient la puissance du nombre, ils se devinaient presque aussi forts que les oulameurs. Toutefois, leur faim n'étant pas excessive, ils suivirent des traces d'antilopes. Il passa des chiens, comparables aux loups, ils hurlèrent longtemps autour du tertre. Tantôt ils menaçaient, tantôt l'un ou l'autre approchait avec des allures sournoises. Ils n'attaquaient pas volontiers la bête verticale. Jadis, ils campaient en nombre près de la horde, ils dévoraient les rebuts et se mêlaient aux chasses. Gou fit alliance avec 2 chiens, auxquels il abandonnait des entrailles et des os. Ils avaient péri dans un combat contre le sanglier. Une alliance avec les autres devint impossible, car Fawom, ayant pris le commandement, ordonna un grand massacre. Cette alliance attirait Nao, il y sentait une force neuve, plus de sécurité et plus de pouvoir. Mais dans la savane, seul avec 2 guerriers, il en concevait surtout le péril. Il l'eût tenté avec peu de bêtes, non avec un troupeau. Cependant, les chiens resserraient le cercle, leurs cris devenaient rares et leur souffle vif. Nao s'en émut. Il prit une poignée de terre, il la lança sur le plus audacieux, criant : « Nous avons des épieux et des massues qui peuvent détruire l'ours, l'auroch et le lion.
Le chien, atteint à la gueule et surpris par les inflexions de la parole, s'enfuit. Les autres s'appelèrent et parurent délibérés. Nao jeta une nouvelle poignée de terre. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.